On joint l'équipe de 100 Notre Nouvelles. collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. On va faire un peu différent. Aujourd'hui, on va commencer avec le sport. Est-ce que ça te convient? Oui. Oui. Je ne sais pas si tu as écouté le point de presse de Laurent Duvernay-Tardif qui a annoncé aujourd'hui sa retraite. Oui, je l'ai écouté en partie. Oui, il était très ému. Donc, il quitte la NFL après 9 saisons. Il a été joueur de la NFL, résident en médecine. On lui a posé la question, est-ce qu'éventuellement, il pourrait se lancer en politique? On va l'écouter ensemble. Est-ce qu'une carrière en politique, ça pourrait vous intéresser? Non, faut que je focus sur les boulangeries, là. Il y a beaucoup de croissants à rouler, puis non, mais blague à part, on a des beaux projets qui s'en viennent avec ma fondation. La philanthropie, ça va vraiment être mon axe pour utiliser toute cette plateforme-là puis cette notoriété-là pour promouvoir des valeurs en quoi je crois. Puis moi, c'est la santé, puis la fondation, ce qu'on est en train d'accomplir dans les écoles du Québec, pour moi, ça va être mon legs, beaucoup plus qu'une carrière politique. Mario, je sais que tu es un amateur de football. Tu l'as suivi, Laurent Duvernay-Tardif. Comment est-ce que tu pourrais résumer la carrière qu'il a eue dans la NFL? Je vais commencer par une parenthèse. Son grand-père fait de la politique, ministre de René Lévesque, quand même. Donc, ministre des Affaires municipales à une époque. Ouais, c'est toute une carrière. Il faut regarder les choses en face. Là. A été recruté, rentré dans la NFL par la grande porte. Pas tant de Québécois qui ont fait ça. On a un petit peu plus maintenant, là, mais à son époque encore plus. C'était assez unique. Arrivait pas passer par les collèges d'université américaines, arrivait direct de l'université McGill, des Redmen, un nom qui fut banni par la suite, là, mais des Redmen de l'université McGill. C'est un... il était pas ordinaire dans la NFL quand même. Les autres joueurs, un médecin ou un médecin en train de faire sa résidence, tout ça est resté dans la légende. D'ailleurs, si vous l'écoutiez, c'était pas rare là, que dans les matchs, les commentateurs américains le mentionnaient ou parlaient de lui qui était médecin ou que les autres l'appelaient. Puis, on a tous... Moi, je me souviendrai toujours de la fois, ben, c'est pas drôle, mais il s'est blessé sévèrement, d'ailleurs, à un genou de mémoire. Et il était couché comme sur le ventre à terre. Le soigneur arrive à la course. Et il s'auto-diagnostique. Parce que, tu sais, dans la NFL, il y a des petits micros qu'on n'entend pas pendant le match parce que c'est interdit, là, tu sais, puis il faut pas que l'autre équipe entende les stratégies. Mais plus tard dans la semaine, souvent, on va prendre des extraits choisis puis on va les révéler au public. Tu sais, il y a NFL mic'd up, là, la NFL avec le microphone là, interne. Et donc, on l'avait entendu. On avait entendu dans le microphone le son de Laurent Duvernay-Tardif qui dit, d'après moi, c'était le ligament, tu sais, qui s'auto-diagnostique. Puis bon, c'était pas drôle parce que c'était une blessure, mais c'est des affaires qui passent quand même à la légende dans une grande carrière où il était un joueur partant sur la ligne offensive d'une grande équipe qui s'est rendu loin souvent, dont une fois, à gagner le Super Bowl. Puis tu sais, dans la conférence de presse, c'est sûr que ça a tourné vers autre chose, vers ses valeurs, sa fondation. On s'entend que on n'est pas inquiet, il manquera pas de projet. Là. D'abord, il est médecin, veut pratiquer en ce sens-là, puis il y a plein d'autres projets, puis dans le secteur caritatif, puis je pense que c'est une personnalité qui va continuer à marquer le Québec là, une fois sa carrière au football terminée. Oui, et tout de suite après le Super Bowl, lorsque la COVID avait commencé, il avait décidé de prendre une pause du football, venir prêter main forte dans un CHSLD. Peu de temps après, il avait été déclaré athlète de l'année par le Sports Illustrated. Alors, vraiment, il disait aujourd'hui comment ça avait été difficile, un véritable parcours du combattant, de conjuguer football et médecine. Des 9 ou 10 entraîneurs de la NFL qu'il avait rencontrés, il n'y en avait qu'un seul qui voyait ça positivement. C'était l'entraîneur des Chiefs. Andy Reid. Parce qu'Andy Reid, là, c'est sûr, si tu le regardes, c'est un gros monsieur avec une moustache qui n'a pas l'air particulièrement en forme, puis des fois, il peut avoir l'air bourru un peu. C'est l'intellectuel là, de tous les entraîneurs de la Ligue de football, là, de la NFL, la Ligue nationale de football américaine. C'est peut-être pas le seul, mais un des intellectuels qui a de la formation. Sa mère avait étudié en médecine à la même université, l'université McGill. Fait qu'il y avait un historique là, pour s'intéresser au personnage, pour respecter ça, pour voir ce qu'il peut amener dans l'équipe aussi. Là. Il va peut-être être pogné pour avoir moins de temps libre, être obligé d'étudier pendant que les autres sont au gym, mais il va peut-être t'amener une maturité, il va peut-être t'amener d'autres éléments. Et donc, Andy Reid avait vu ça là, dans le potentiel de Laurent Duvernay-Tardif. Et probablement que sa carrière aurait jamais pu être pareille s'il n'avait pas eu un entraîneur qui avait non seulement un intérêt pour ses études en médecine, mais en plus qui avait comme une connaissance de son université, de son alma mater, l'université McGill. Mario, parenthèse pour dire quand même... Oui, on voit M. Zelensky, là. Hein?
Exactement. Donc, M. Zelensky, qui vient tout juste d'arriver, le président ukrainien, à la Maison-Blanche, rencontre ou va rencontrer le président Joe Biden. Parenthèse là, sur ce qu'on voit, Mario, il a beaucoup à faire là, pour continuer d'essayer de convaincre les Américains de poursuivre leur soutien en milliards de dollars de l'aide aérienne, notamment pour finalement peut-être en venir à bout de cette guerre qui dure depuis 1 an et demi. Oui, vraiment. Et des deux partis, là, parce que dans le Parti républicain, d'abord, dans les deux partis, on commence à trouver que ça fait beaucoup d'argent. Là. Et là, on demande 24 ou 25 milliards de plus. Dans une guerre dont on voit plus trop l'aboutissement, la fin, la contre-offensive de l'Ukraine va pas au rythme espéré. Et dans une année qui va être une année électorale aux États-Unis l'année prochaine. Puis on le sait, dans une année électorale, les politiciens sont plus là, le pain, le beurre, les affaires de base de l'électeur qui va aller voter. On est plus là-dedans que des grands enjeux internationaux. Donc oui, M. Zelensky doit faire un travail et je pense que c'était bien de sa part là, de rencontrer pas juste le président à Maison-Blanche, mais d'aller au Congrès et de rencontrer les élus des deux partis. Puis dans le Parti républicain, il y en a qui n'ont jamais cru à la guerre en Ukraine. C'est-à-dire, avec tout le mouvement complotiste qui a infiltré le Parti républicain, les Trumpistes, il y a des gens qui sont carrément pro-Poutine. C'est quelque chose qui n'aurait pas été imaginable il y a quelques années à peine que dans le Parti républicain, des gens se rangent du côté d'un dictateur. Le Parti républicain, c'était le parti des institutions, de la démocratie, le parti qui voulait voir les États-Unis bien rangés à côté d'alliés fiables. Mais le monde est viré à l'envers, pour pas dire plus grave. Là. Puis dans le Parti républicain, maintenant, t'as des pro-Poutine. Et à la veille de cette rencontre avec Justin Trudeau demain. Donc, bien sûr, nous suivrons presque de minute en minute le président Zelensky à Ottawa, notamment. Mario, manifestation sur l'identité des genres hier. François Legault qui a lancé un appel au calme aujourd'hui. Écoutons ensemble la ministre Martine Biron. La dysphorie de genre, là, si j'apporte quelques précisions, d'abord, c'est pas contagieux. C'est pas quelque chose que tu attrapes. Alors, c'est un état. Et les gens qui se questionnent sur leur genre, ils souffrent énormément, surtout les enfants. Alors, il faut les aider. Plus on polarise, plus on fait souffrir les gens qui l'ont et qui sont sur un questionnement. L'autre chose sur la dysphorie de genre, c'est que c'est rare. C'est très rare. Au Québec, c'est à peu près 16 500 personnes. C'est très rare. Là-dessus, il y a beaucoup d'adultes qui ont déjà transitionné. Mario, qu'est-ce que tu as pensé de cette déclaration? Très habile. D'abord, le fait que c'est pas contagieux, c'est fort bien dit. Ça met les choses en perspective. C'est un peu humoristique d'une certaine façon, mais c'est ça quand même. Remarquons qu'elle a bien insisté sur la dysphorie de genre. Donc, elle est allée vraiment sur cette minorité, un problème réel. Elle n'a pas... Il faut voir le choix des mots. Elle n'a pas dit toutes les théories de l'identité de genre ou les gens qui disent que tout ça est fluide, qu'un homme, une femme, ça n'existe plus. La ministre n'a pas épousé ça. Elle a épousé non pas une idéologie, mais le cas humain de jeunes qui sont en recherche de leur identité, qui, dans certains cas, doivent faire une transition, doivent être acceptés, doivent trouver leur place à l'école. Ce sont des groupes de population parmi lesquels il y a des taux de suicide complètement anormalement élevés. Donc, il y a un questionnement qui est réel. Mais elle était plus généralement dans un ton d'appel au calme. Le premier ministre, M. Legault, est arrivé après exactement dans le même ton. Et je pense que c'est le bon à adopter. Là, je voyais hier, participant aux manifestations, Maxime Bernier d'un bord, Jack Metzing de l'autre bord. Tu dis, est-ce que tu voulais vraiment comme élu, est-ce que c'était ta place de te retrouver là, parmi les manifestants dans le ton qui régnait dans les rues? Je ne suis pas si certain. Là. Attendons de voir. Il y a ce comité d'experts ou de sages là, qui sera bientôt formé d'ici Noël. Annonce, maintenant, ça s'est passé en début d'après-midi, des ministres Freeland et Champagne en lien avec le coût de la vie, l'inflation, hausse des taux d'intérêt. Mario, est-ce que ça a pris des sondages défavorables à l'endroit du gouvernement Trudeau pour qu'il soit aussi proactif? Oui, là, c'est pas un hasard. Là. Il y a une séquence. Là. On retire la TPS sur la construction de logements. Ensuite de ça, on annonce, on convoque les grands épiciers. Là, aujourd'hui, on dépose le projet de loi sur le coût de la vie. Tout ça se passe dans quoi? 7 jours, là, total, 7 jours. À peu près, c'est pas un hasard. Il y avait une séquence qui était préparée de la part du gouvernement pour montrer, là, on s'occupe des affaires terre à terre. Ce projet de loi, cependant, quand le projet de loi est discuté là, au fil des jours et des semaines, il y a peut-être des petits points qui vont en ressortir. J'ai écouté la conférence de presse. Je
Je pense que si le commun des mortels regardait ça en direct aujourd'hui, il était à risque de s'y perdre un peu. Là. On pouvait entendre qu'on s'occupait de coût de la vie en général, la loi sur la concurrence, des mesures pour le logement, mais c'est quand même un projet de loi complexe qui, dans certaines mesures, agit très indirectement sur le coût de la vie. Tu sais, toi et moi, si on améliore, mettons qu'on étudie le projet de loi, l'année prochaine, on l'adopte, ça améliore les lois sur la concurrence qui entrera en vigueur au fil des années suivantes. Je suis pas certain que les gens qui trouvent que ça coûte cher à l'épicerie, asseoir là, dans les allées des épiceries, vont avoir une solution qui arrive à la vitesse de ce qu'ils attendent. Là. Je dis pas que c'est mauvais, c'est peut-être des choses qui doivent être faites à moyen et à long terme pour améliorer les règles de concurrence au Canada. Mais oui, ça démontre que le gouvernement a un intérêt pour le coût de la vie, mais c'est pas une solution immédiate au problème immédiat. Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au revoir. Salut.